Son Excellence, merci d'avoir accepté de nous recevoir. Nous sommes très honorés d'être ici. Je sais que son planning est assez chargé. On vous remercie vraiment de nous recevoir. Vous avez également les remerciements du recteur de l'université du Sine Saloum. Nous sommes venus ici, nous sommes un département qui est dans le tourisme, l'hôtellerie. Donc c'est important pour les étudiants de vraiment comprendre ce qu'est la culture. Et ça c'est un élément, la tradition, c'est vraiment un élément qui est très important dans la tradition. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour apprendre, comprendre et après, demain, le vendre également à des touristes parce que le but, c'est vraiment qu'on ne dénature pas ce qu'on trouve dans notre environnement. Et ça, c'est vraiment une culture à préserver et c'est la raison pour laquelle les étudiants sont venus ici pour pouvoir comprendre ce qu'est la royauté et comment est-ce que le royaume de Oussouye fonctionne. En tout cas, vous remercier encore une fois. Vous êtes dans le royaume de Kassa, plus précisément le royaume qu'on appelle le royaume Boubadjoumaï. Sa Majesté qui est devant vous a été intronisée le 17 janvier 2000. Mais de prime abord, pourquoi cette institution qu'on appelle la royauté dans ce cas-là? Vous le savez, dans toute l'Afrique, il existait des royaumes avant l'avènement de ces religions révélées. Avant l'avènement de la colonisation, il y avait partout des royaumes en Afrique. Mais ces royaumes ont disparu suite à l'arrivée de ces religions révélées, que sont le christianisme, l'islam, mais plus particulièrement la colonisation que nous avons subie venant tout simplement de l'Occident. Et donc, ces royaumes qui ont disparu un peu partout en Afrique, mais plus particulièrement au Sénégal, nous, nos ancêtres, ont tant bien que mal su conserver ces valeurs africaines, ces institutions africaines, surtout la royauté. Et donc, pourquoi cette royauté? En ce qui nous concerne dans notre royaume ou dans notre terroir, à un certain moment, vous le savez, il existait partout des conflits entre terroirs, entre villages. Mais pour créer ces conditions de paix, d'harmonie et de concorde, nos ancêtres ont pensé créer une institution forte pour tout simplement créer ces conditions de paix, d'harmonie et de concorde dans notre royaume. C'est ça la raison fondamentale de la création de ce royaume. Et donc, à la différence des autres royaumes, que certainement vous avez étudié dans des classes antérieures, dans le primaire, dans le moyen, dans le secondaire, parce que vous le savez, il existait un peu partout des royaumes, le royaume du Cayor, du Baol, du Sine, d'où vous venez. Là-bas, les rois étaient des chefs guerriers. Ils avaient des armées. Mais contrairement dans notre terroir, chez nous, le roi n'est pas un chef, n'a pas d'armée, il n'est pas un chef guerrier. Il ne va jamais en guerre. Il est là tout simplement pour créer les conditions de paix, d'harmonie et de concorde dans notre terroir. C'est ça la fonction principale du roi. Mais à côté de cela, il est également chargé de la sécurité, de la paix sociale et surtout de la sécurité alimentaire, de tous ces sujets et de tout étranger qui vit parmi nous. Et pour ce faire, et pour préserver cette paix sociale, cette cohésion, à côté de cette institution forte qui se trouve être la première institution, la plus haute des institutions qu'on appelle la royauté, nos ancêtres ont mis également à côté d'autres institutions. Pour préserver cette paix, ils ont mis à côté une institution qu'on peut appeler l'institution des droits de l'homme. Et pour cette institution, nul n'a le droit de tuer, nul n'a le droit de voler, et surtout voler notre aliment de base, qui se trouve être le riz. Dans notre contrée, vous pouvez récolter votre riz, et que vous laissez votre riz dans les rizières pendant des semaines, personne n'osera toucher. Chez nous, on ne tue pas. Quiconque qui tue doit nécessairement répondre à cette institution et nécessairement effectuer des cérémonies de réparation. Sinon, c'est l'extermination totale de sa lignée. La personne est considérée comme étant une personne sacrée. Et vous comprendrez aisément le rôle, l'importance du riz dans notre culture. Non seulement c'est notre alimentation de base, mais le riz est au début et à la fin
de la vie en milieu diola. Après la naissance, chez nous, contrairement aux religions révélées, contrairement aux autres pratiques, c'est à partir de la farine de riz qu'on utilise pour le baptême des nouveau-nés. Et ce baptême est effectué tout simplement par des enfants. Aucun adulte dans notre contrée ne baptise au nouveau-né. Parce que tout simplement, on considère que les enfants, ce sont des petits saints qui n'ont pas de péché. Et ce sont eux qui ont le privilège, à partir de cette farine de riz, qu'on utilise pour le baptême de ces nouveau-nés au niveau des autres institutions spécialisées pour le baptême des nouveau-nés. Ça, c'est à la naissance. À la mort également, le riz joue un rôle fondamental. Cette farine de riz également est utilisée pour tout simplement effectuer les dernières cérémonies funéraires. Pour permettre à cette âme qui vient de quitter ce monde de pouvoir aller en paix et de retrouver les autres âmes qui sont parties avant elle. Elle a été jeune comme vous, cherchant son avenir, construire son avenir. Il fut mécanicien à Ziguinchor. Après Ziguinchor, il a travaillé dans le Club Med au niveau du golf. Certainement, vous allez visiter le Cap, certainement, vous aurez l'autorisation d'entrer dans le Club Med. C'est un grand hôtel. Et après, il est revenu, cherchant toujours sa vie. Il ne sait pas, chaque fois il est là, il quitte, il vient ici, il quitte. Il vient au Souy, il va travailler au campement villageois d'Oussouy. Il quitte, il va travailler au district sanitaire d'Oussouy. Et c'est à partir de là qu'a été intronisé le 17 janvier 2000. Après avoir fondé son foyer pour vivre, après avoir eu quelques enfants, 6 enfants. Mais le 17 janvier, comme c'est lui qui doit occuper le trône, à la surprise de tout un chacun, mais Dieu n'est jamais surpris. Et c'est lui qu'on a intronisé et il est devenu roi le 17 janvier 2000. Nous sommes le 17 janvier 2023. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Et je crois que vous êtes les bienvenus. Et la décision prise par le roi, c'est une décision qui vient de la base. Ça arrive au sommet. Et il ne fait que valider. Ce n'est pas parce qu'il est roi. Aujourd'hui, il se lève, ouais, Moucheba. Allez-y me chercher quelque chose à Ziguinchor comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça vient de la base. Contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, quand vous êtes chef, c'est vous qui donnez toutes les instructions. C'est vous qui décidez. Même si la base n'est pas d'accord, on est obligé d'appliquer parce que le chef a dit. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Toutes les décisions prises par le roi viennent de la base. Et il y a un lieu spécifique où tous ces villages-là qui font partie de sa communauté se regroupent pour que le roi donne la dernière décision qui a été prise au niveau de ces assemblées qui se trouvent au niveau des villages. Et ça s'arrête là. Vous avez compris. Le premier roi s'appelle Gissamay. Mais il y a beaucoup d'Gissamay. Il y a beaucoup d'interdictions dans notre culture. Ce royaume existe vers la fin du 15e, 16e siècle. Moulombe fait partie des plus gros villages du Kassa, du département d'Oussouy. Donc, en face de vous, vous avez une case à étage. Voilà, l'architecture dominante dans le village de Moulombe, c'est des cases à étage. Comme vous le voyez, c'est des cases à étage qui sont construites en banco. Donc, pourquoi la case à étage dans le village de Moulombe? C'est un des habitants du village de Moulombe qui a fait la Deuxième Guerre mondiale en France, qui a vu des maisons superposées en Europe. Et quand il est rentré, il a réuni tous les membres de sa famille en leur disant « J'ai vu en Europe des maisons qui sont superposées. Je voudrais qu'on essaie de faire la même chose. » C'est comme ça qu'est venue l'idée de la case à étage dans le village de Moulombe. Donc, il a réussi à faire des cases à étage. Et si vous entrez à l'intérieur du village, vous verrez qu'il y a beaucoup de cases à étage qui sont construites dans le village de Moulombe. C'est pourquoi aujourd'hui, en Casamance, nous avons 2 architectures typiquement qu'on peut dire que c'est l'architecture typiquement casamançaise. C'est la case à impluvium et la case à étage. C'est pourquoi, avant, il n'y avait pas d'escalier. C'était un bâton qu'ils ont mis pour monter dans la première étage. Aujourd'hui, ils ont essayé de copier
en fabriquant un escalier pour pouvoir accéder à la première étage. Donc, c'est une maison qui est construite que de la terre. Il n'y a pas de fer, il n'y a pas de ciment. Donc, tout est en terre, bâti. Donc, c'est des cases qui sont souvent renouvelées également par mesure de sécurité. Donc, on les renouvelle à chaque fois qu'on constate que la case elle est en voie de délabrement. On casse la case et reconstruit une autre case. L'île de Carabane. L'île de Carabane a une superficie de 12 km carrés environ. Donc c'est une île qui abritait la première capitale de la Casamance. C'est là où les Européens sont arrivés, se sont installés d'abord, avant de continuer sur Sédhiou et aujourd'hui Ziguinchor. La capitale a été transférée en 3 reprises. En un premier temps, l'île de Carabane. Après l'île de Carabane, elle a été transférée à Sédhiou. Après Sédhiou, elle est aujourd'hui à Ziguinchor. C'est comme ça que la capitale de la Casamance a été tracée. Donc ici, c'est une maison des esclaves, mais autrement dit, une école spéciale. Pourquoi école spéciale? Parce que c'est là où on regroupait tous les délinquants de l'Afrique de l'Ouest pour des redressements. C'est pourquoi on appelle école spéciale. Donc, mais également, à côté de l'école spéciale, c'est une maison des esclaves. Pourquoi la maison des esclaves également? C'est là où on regroupait tous les esclaves recrutés au niveau de la Casamance avant de les amener en direction de l'île de Gorée. Donc les esclaves regroupés à partir de Ziguinchor, au port de Ziguinchor, sont acheminés à l'île de Carabane. Le soir, le lendemain matin, ils sont conduits à l'île de Gorée. Voilà, donc c'est les bâtiments que vous voyez là. De l'autre côté, c'est des dortoirs, c'était des cellules. Donc là, le grand bâtiment en face de vous, c'est les 2 grandes salles. Ces 2 grandes salles ont été réalisées pour un peu amortir le coup dur que subissaient les esclaves. Parce que les esclaves qui arrivaient ici, certains se révoltaient, certains préféraient mourir que de partir. Parce qu'ils savaient que quand ils partent, c'est pour de bon. Donc, pour les calmer un tout petit peu, donc on les apprenait à faire de la peinture et de la sculpture dans les 2 grandes salles. Question de les tromper un tout petit peu en leur disant qu'en Amérique où vous allez faire des travaux qui ne sont pas difficiles. C'est des travaux avec des pinceaux, etc. Donc, face à cela, certaines, quand même, acceptaient de partir. Donc, le bâtiment a été laissé en rade depuis le départ des Français. Donc, les Français sont partis vers les années 1938-39, quelque chose comme ça. Donc, parce que le capitaine qui dirigeait l'île de Carabane, qui s'appelait capitaine Aristide Protet, a été tué vers les années 1837. Donc, lors d'une bataille entre les Français qui étaient là avec les populations locales.
Donc quand on va arriver là où il a été enterré, je vais vous expliquer en détail pourquoi il a été tué, comment il a été également tué. Cette belle église a été construite par des Français bretons, vers les années 1836. Donc quand les Français se sont installés dans l'île de Carabane. Donc c'est une église où tous les chrétiens qui habitaient dans l'île de Carabane célébraient les messes. Donc après le départ de ces Français-là, l'église est restée abandonnée. Jusqu'à un certain moment, les populations de Carabane ont repris, également les populations de Carabane chrétiens ont repris cette église et ils organisaient des messes. Mais comme il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans l'île de Carabane et aux alentours, donc ce n'était pas des messes tous les dimanches, c'est des messes organisées. On choisit un jour où on célèbre une messe et il n'y avait pas de curé également dans cette île, donc on faisait venir les curés à Oussouye. Donc, également aussi, les mariages sont célébrés ici et les fêtes catholiques aussi également sont célébrées ici. C'est comme ça que ça a duré jusqu'à un certain moment. L'église était complètement délabrée. Ils ont interdit les populations de célébrer des messes dans ce bâtiment. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont construit le bâtiment en face de vous. Quand vous allez sortir, vous allez voir l'église qui a été construite. Jusqu'à ce que l'État du Sénégal a réalisé le ponton que vous avez vu de l'autre côté. La société qui a réalisé le ponton a également rénové cette église-là pour offrir aux populations catholiques de l'île de Carabane ou voire même du département de d'Oussouye. Qu'on maltraite les esclaves. Face à toutes ces manœuvres que les Africains n'ont pas pu supporter, en général les Casamancés n'ont pas supporté, les Casamancés ont organisé une bataille face à lui. Donc lors de cette bataille-là, il a été poignardé par une flèche comme ça, empoisonnée de cette forme. Donc quand il a été empoigné, touché par la flèche, et qu'il savait qu'il allait mourir, il a demandé à ce qu'il soit enterré debout. Il a dit, même mort, je préfère regarder les ennemis. C'est pourquoi quand il est mort, en tant que chef militaire, il fallait exécuter les ordres. Il a été également enterré debout. Mais il a été enterré également avec son chien, sur sa demande. Donc, Aristide Protet a été enterré debout. Avant, les gens, ils avaient une petite fenêtre. On ouvrait la petite fenêtre pour regarder le squelette. Mais une armée française a fermé finalement la petite fenêtre en laissant cette plaquette que vous voyez là. Comme si, regardez, si cette plaquette-là, il y a au moins 2 marques de yeux, comme si la personne est à l'intérieur en train de regarder les gens dehors. Donc, la tombe a été clôturée par des formes de cette flèche-là pour montrer qu'elle a été tuée par ces... Carabane porte le nom de Carabane, c'est parce qu'il y a 2 versions. La première version, parce que l'île n'était pas habitée à l'époque. L'île appartenait au village de Kenyout de l'autre côté. Et les populations de Kenyout venaient cultiver dans les champs, dans les rizières de l'autre côté. Et tous les soirs, ils rentraient par pirogue à rame dans leur village de Kenyout. Quand les Européens sont arrivés, ils se sont croisés ces populations-là. En rentrant dans leur village, ils les ont demandé d'où venez-vous. Ces populations-là les ont demandé, nous venons de l'autre côté de la rive, qui veut dire en Diola, Carabane. Carabane veut dire de l'autre côté de la rive. Voilà, c'est comme ça que la première version a donné le nom de l'île de Carabane. La deuxième version dit que c'est une partie de la tête de la personne. Parce que la Carabane appartenait aux populations de Carabane. Donc c'était un patrimoine des populations qui habitaient dans l'île de Kenyout. C'est pourquoi on l'appelait Carabane. Voilà.
Len. Harisa na kobene o kaolen. Harisa o. Harisa o. Ekuru beno isi yamakuilola aba korei norol. Jangani la eriba. Ekuru beno isi yamakuilola aba korei norol. Wenda ikone kokuilo eriba kore di detam. Oh ye se bakuya no ye ekuru beno ya ma jumbe kondoro ye. Oh Canada panyo ekuru beno ye afana sukatenia ekuru beno ya ma jumbe kondoro ye. Nous sommes là avec le temple du culte animiste. C'est un temple du culte animiste qui refuse l'idolâtrie. Nous ne vénérons pas plusieurs dieux ici, mais le concept de Dieu ici du nom de Atemite répond aux normes d'un seul Dieu. Comme chez les Diola que vous entendez Rou. C'est Rou ou Rog? Rog. 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 C'est-à-dire je crois en Dieu. Le Dieu le plus puissant, le maître de l'univers. Le même concept théologique et métaphysique, c'est les mêmes principes de vocation spirituelle qui nous permettent aujourd'hui de croire à la réincarnation de l'âme et à la rédemption. Donc les morts ne sont pas morts en Patema. N'est-ce pas? Avec ce fétichisme, nous allons y verser du vin de palme, faire des offrandes et des sacrifices en mémoire de nos aïeuls qu'on a perdus. Ce n'est pas pour Dieu. On le fait en mémoire des aïeuls qu'on a perdus. Et maintenant, les adeptes du concept spirituel va relever l'aisance vers la demande auprès de notre Dieu qui est le seul du nom de Ateboutoun. Ateboutoun, c'est le maître conceptuel de l'univers à qui appartient tout. Quand déjà, dès le concept de croire qu'il y a un être suprême qui nous domine, vous n'allez plus de poser des questions à savoir de quelle religion vous êtes. Oding ding, 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 oding ding. C'est bon. Chers amis, on a dépassé la vallée de la mort. Sans doute, si vous avez vu des émissions de cérémonies de genre comme initiation chez le Diola, je parle sous le contrôle des Diola, sans doute vous allez voir que la rupture, elle va se faire entre les mamans et les enfants initiés. Ce retour qui sera magnifié par le statut de devenir un grand garçon, c'est-à-dire l'exigence de l'initiation du nom de Boukout, nous allons mieux la voir et l'apprécier par le geste de la femme. Au prestigieux endroit où sont recueillies les pierres précieuses, dont une pierre, un enfant, une mère de slogan pour tous les enfants du village et un enfant, un seul fils pour toutes les mamans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans nos familles respectives, si jamais la mort frappe à nos familles, je le souhaite à personne, alors les enfants du défunt ou de la défunte sont relayés auprès des parents proches. Ainsi donc, dans cet univers social de solidarité qui nous permet aujourd'hui de transmettre nos rouages fraternels et amicaux, qui nous permettent aujourd'hui d'asseoir une même philosophie de savoir-vivre dans l'intérêt commun, de vivre en famille. Nous allons mieux voir aussi dans ce conceptuel d'initiation de jeunes, puisque ces jeunes vont prendre de l'eau sacrée, de l'eau bénite, pour essayer de démystifier une malédiction ou une épidémie quelconque.
excusez-moi, vous allez devoir mettre, oui, monsieur, partez d'un côté, et vous aussi, partez d'un côté, allez-y, reculez un peu pour laisser un peu de l'espace à la poterie. Allez-y, monsieur. Voilà, dans ce conceptuel de poterie, c'est une fabrique féminine. Les hommes n'ont pas le droit de toucher cette terre cuite. Les hommes n'ont pas le droit de fabriquer, de préfabriquer ces outils. C'est uniquement une activité qui est réservée aux femmes. Une œuvre cassée de femme est synonyme d'amende. Ça va? C'est pourquoi la relativité de Nyei nous pousse même à ne pas poser des actes de savoir pourquoi les hommes ne le font pas. On va partir pour découvrir la botanique. On fera connaissance avec l'usage de quelques plantes et arbres médicinaux. C'est parti. Kakuja kurilo. Anamangina. O kendengu. Pi moy brebi nga xamantene yen li ngeen di fay wax wala waxtane pour dëkk bi wala entre yeen fi ngeen koy régler. Dafa wara nek ci sutura jigen bamelu biir fofu la. Ñi nga xamantene ñom yag nañu ci seen sey ban pexé lañu def ba mëna conserver sen mariage nonu ngeen wara jappalé ndaw yi ñi nga xamantene ñu ngi sogo duggu ci sen première année de mariage. Dafa melni séminaire de formation et d'intégration. Mais lu ko gëna wess moy dans ce prestigieux endroit de leadership de femmes, vous allez prédéterminer le caractéristique féminin. Moi, ci walum réunir toute la famille, mais en réalité aussi une interrogation qui va se poser. Elle est ouverte à l'intérieur qu'on lui parle en pluvium. Moi, Passio la cour, elle est un peu spécifique et endémique parce que, vu la réalité d'où est-ce qu'on se trouve. Dans le Bandial, on a besoin de faire des patios à l'intérieur pour permettre aux habitants de recueillir de l'eau parce que vers le mois de mars, voire avril, il y a la montée de sel. Mais ici, on n'a pas ce problème parce que la nappe phréatique est juste à 6 mètres. Les guignoun patio bi, moi, halat bi, moi, bopo bi. C'est réparti entre les oreilles pour garçons et filles parce que notre gauche et notre droite, excusez-moi, hein, la bouche qui parle, c'est le dernier mot, moi, pabi. Le deuxième qui regarde, c'est l'éducation. Moi, papa, agiyay. Kone ka ci ñun yar nañ la ci walum papa bu la xolé ci beut rek xamal ne war na bay wala yaay. Yaay bu la jëpié ça da ngay xam il faut nga négocier. Alors, sans doute, nous allons voir même le comportement de cette maison. Elle est libérément laissée en deux genres. Un côté pour les femmes et un côté pour les hommes. Coup de gueule la forêt de Diembéring, si tu vas dans le site Ecoparc de Diembéring www.org, tu vas présenter le projet. Alors, l'initiative était petite au début. C'est parti d'une petite initiative ayant aujourd'hui un grand effet positif pour la protection de l'environnement. En général. Le monsieur qui a initié le projet, il s'appelle Augustin Ndiata. Paix à son âme. Augustin nous a quittés le 25 décembre. Donc il est plié avec nous. Celui qui a initié le projet. Augustin était seul au début. Comme on dit, les moyens faux défauts. Augustin était seul pour réaliser son projet. Et il cherchait des fonds complémentaires. C'est alors qu'est née l'idée d'Ecofond. Ecofond, Augustin a fait connaissance à un ami qui s'appelle Marcus, en allemand. Marcus a dit à Augustin, son ami, écoute, Augustin, tu as un beau projet. Je n'ai pas d'argent pour t'appuyer, mais j'ai une idée. Je vais présenter ton projet. C'est alors qu'est née l'idée d'Ecofond. Augustin, il a créé une plateforme. Dans la plateforme, c'est là où je vous ai dit tout de suite que si vous allez dans l'internet, Casamance Ecoparc, www.org, vous avez ce projet.
Et le projet a pu la plateforme a pu convaincre 39 parrains, ce sont des bénévoles, des donateurs. Mais parmi les 30 parrains, il y a 2 entreprises qui ont fait une donation très importante. Donc Eiffage et l'ambassade d'Allemagne. Amgen Eiffage. Voilà. Eiffage est beaucoup plus connu sur les routes, les ponts, APHEU. Mais Eiffage a dit, ben, Auguste, je vais appuyer le projet. Donc ce sont les 2 entreprises qui ont fait une donation très importante. Ce qui nous a permis d'abord de commander une clôture, mais une clôture consiste spécialement pour des réserves naturelles. Donc on a clôturé 32 hectares. Vous êtes dans une forêt protégée de 32 hectares. Et ensuite, on a mis notre programme qu'on appelle École Nature. École Nature, c'est avec les enfants. Parce qu'on n'est pas là pour nous. On ne protège pas pour nous. Mais on protège plutôt pour les générations futures. Augustin m'a toujours dit, écoute Jean-Michel, ce qu'on fait là, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour les enfants. Augustin n'est pas avec moi. On a parlé un jeudi, je viens le dimanche, on serait ensemble. Dimanche, Augustin est mort au matin. Alors, je vais vous dire, le sentier écologique, c'est un travail aussi qui a été fait en appui. Avec certains étudiants comme vous. En appui avec les agents des eaux-forêts et les étudiants qui sont dans le département agroforesterie à l'université de Ziguinchor, à Sansec. Aujourd'hui, la visite du sentier écologique, ce n'est pas une visite, c'est pas une forêt là où on va voir les animaux. Mais c'est une connaissance des arbres. Parce que la forêt, c'est une biodiversité. La forêt est composée de beaucoup d'espèces d'arbres. Donc, les étudiants qui sont dans le département agroforestier sont eux qui nous ont amené les espèces. Nous ont amené le nom scientifique, l'utilité et les vertus médicinales. Vous êtes les bienvenus à l'université Assane Seck de Ziguinchor, que certainement beaucoup d'entre vous découvrent pour la première fois. Mais je souhaite que dans un futur proche, qu'on puisse vous accueillir, mais dans une autre vie que celle d'étudiants. Hein? Alors la formation c'est aussi ça. Ce que vos encadreurs font est extrêmement précieux et mérite attention. Ça veut dire quoi? On vous permet par une immersion sur le terrain dans des endroits qui sont inconnus de la plupart de vous pour que vous puissiez en tâtant le terrain, savoir ce qui se passe et avoir par rapport à vos parcours académiques une idée précise de l'écosystème que vous allez visiter. C'est d'autant plus important que eux, ils connaissent le terrain, qu'ils labourent et qu'ils veulent labourer avec vous. Et je suis sûr et certain que lorsque vous serez de retour chez vous, vous aurez un regard différent par rapport à tout ce qui vous a été dit relativement au cours. À cela, je voudrais les saluer, les remercier et les féliciter d'avoir choisi de venir jusqu'ici pour vous faire partager nos réalités. Le Sénégal est ici, c'est un pays, c'est un beau pays. C'est un pays riche, c'est un pays aussi où, malgré la diversité ethnique, eh bien, nous sommes tous soucieux de partager cette devise-là, un peuple, un but, une foi.
Et c'est d'autant plus important en le disant que beaucoup d'entre vous, c'est peut-être au lycée, c'est peut-être au collège, que dans le cadre du cours d'instruction civique, s'il en existe encore, parce qu'en notre temps, ça existait, eh bien on apprend cela et on essaie de forger en nous le civisme et des pratiques citoyennes. Puisse votre séjour vous permettre d'en avoir une imprégnation nette au point de vivifier cela et de le partager avec vos camarades qui n'ont pas pu faire le déplacement. Alors je vous souhaite bon séjour ici et surtout que eh bien, le ciel vous soit clément. Voilà ce que je voulais dire. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir, en fait, bon, moi, depuis que je suis là, c'est la première fois que je reçois des étudiants qui viennent d'autres universités, d'une autre université du Sénégal ou d'ailleurs, parce qu'on a eu à faire des voyages à l'étranger avec des étudiants, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu d'autres étudiants. Donc, vous êtes entre vous étudiants, donc c'est le temps, c'est l'occasion d'échanger des contacts, parce que demain, vous aurez besoin de vos camarades qui sont à El Hadji Ibrahima Niass ou de vos camarades qui sont ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc vous êtes en sortie pédagogique. Une sortie pédagogique, vous devez normalement apprendre. Donc, mais malheureusement, vous arrivez en fin de journée. Je comprends bien que le voyage n'a pas été aussi facile. Mais vous êtes encore chez vous. Voilà, je me répète, mais vous êtes chez vous. En ce qui concerne notre département tourisme, hôtellerie, gastronomie et restauration, nous, notre appellation, elle est très longue. Alors, nous avons 2 licences. Une licence production touristique et management culturel et une autre licence hôtellerie, restauration et gastronomie. Pourquoi nous sommes là? Au-delà du fait que je voulais que les étudiants fassent connaissance avec vous-même, étudiants de Assane Seck, et que l'on voit notre doyen, c'était également pour qu'on puisse voir le corps professoral et qu'on puisse essayer de tisser ensemble un partenariat qui est très possible parce qu'en fait, ce que nous avons constaté avec mes collègues qui ont été empêchés, Dr Adamania et Dr Samba Faye, c'est qu'en fait, nous n'avons pas beaucoup de formation dans le tourisme et l'hôtellerie dans le domaine du public, et le peu de formation qu'il y a, en fait, il n'y a pas une synergie entre ces formations. Donc ce serait déjà bien qu'on puisse essayer de constituer tous ensemble une synergie, une formation, ça peut être un master, et accompagner également les étudiants qui sont là dans l'insertion professionnelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous, en fait, les sorties pédagogiques, c'est une obligation, en fait, dans notre département, parce qu'effectivement, le doyen, Dr Bass, c'est ça, l'a bien résumé. En fait, il n'y a pas de théorie sans pratique. Puisque nous n'avons pas beaucoup de laboratoires à l'université du Sine Saloum, nous n'en avons pas du tout. Nous avons un qui vient de se terminer, un restaurant d'application que nous n'avons pas encore utilisé. Donc les sorties pédagogiques, des fois, ça peut être l'occasion pour nous de pratiquer. Au-delà même du fait de voir des sites que demain on va vendre aux touristes, c'est important également de pouvoir faire un peu de pratique. Donc c'est le parti pris, c'est la raison pour laquelle dans notre département, les sorties pédagogiques, on les fait une fois par an. Donc ça, c'est important. En tout cas, vous remercier encore une fois de nous avoir accueillis. Je ne vais pas être très long. Je vais laisser le doyen, Dr Diouf Pape Ibrahima, terminer. Les gens nous regardent dès que vous dites que vous faites du tourisme. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce que ces gens-là font? Voilà. Et juste peut-être une petite parenthèse avant de... une petite parenthèse sur cela. Les étudiants, quand ils sont dans le campus, on leur dit que c'est des touristes. On dit que non, vous n'êtes pas des touristes. Vous êtes là pour étudier le tourisme. Et la comparaison que je fais, c'est toujours avec les médecins. Si on est des touristes, les médecins qui s'occupent des malades, nous, on s'occupe des touristes. Donc, on ne peut pas être des touristes. Donc, les médecins qui s'occupent des malades, donc normalement, comparaison pour comparaison, si on est touriste, eux, ils sont des patients. Voilà. Ou bien ils sont des malades, pour aller beaucoup. Donc, ça aussi, c'est à nous de défendre le secteur du tourisme pour qu'au moins puisse être ancré dans la mémoire des gens et savoir qu'on ne peut pas être deuxième pilier de l'économie et être sous-estimé au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau continental. Donc,
On a l'IMOA, on a la CEDEAO, on a toutes ces structures. Et toutes ces structures également, nous avons des secteurs qui défendent le tourisme. Et aujourd'hui, les années, je pense que c'est la première université, l'université Hassan Sek de Ziguinchor, qui a ouvert en 2008 et qui a mis en place un département de tourisme, parce qu'on sait que la ressource humaine dans le domaine du tourisme, ça manque. Donc il faut le mettre en avant. Comme nous avons également notre jeune université qui vient de prendre ses fonctions, qui est USEN, de travailler ensemble pour qu'un partenariat puisse être mis en place entre ces deux structures et qu'on puisse travailler pour le bien de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs.